Naissance après une diphtérie. Bob, Kim et Yves échappent également au drame. Ils dorment cette nuit-là chez des agriculteurs dans la vallée. Bob a perdu son copain Jacques, au lieu dit le moulin. Il en reste un poème, L'agneau de Malval. Pendant 2 jours, 2 nuits, les gars de Malval ont subi les assauts de la horde teutonne. Mais malgré le courage que la colère donne, ils n'ont pu contenir ce déluge infernal. Quand l'aube s'élevait, le village brûlait. Tombé devant son poste, Jacques, la sentinelle, gisait là, bras en croix, fusil à la bretelle. Tout près de lui, perdu, une brebis bêlait. Vous avez écrit ça quand? Quelque temps après Malval. Ouais. Voilà. Deux mois plus tard, le 18 mars, les Allemands lancent un nouveau raid. Objectif détruire le quartier général du maquis, une grande bâtisse, à la Matrassière, commune de Saint-Julien. Le jour se lève à peine sur le hameau. On les a vus tout d'un coup là, puis on a entendu Oui. la mitraillade. En train de traire, c'était 7 heures le matin, 7 heures. J'entends craquer la mitraillette, oula, ça craque bien sec. Il y en avait un, il tirait là, et puis il met les balles. Alors, une balle là, une dans le rouleau, une qui a traversé, qui a été là-bas, et ma mère était là. La balle est passée pas loin. Ah oui. C'est du drôle de moment qui vous suivent toute la vie. Hein. Surtout le 18 mars, on y repense encore plus fort. Henri dort encore, il a 15 ans, c'est un môme. Son père vient de cacher un maquisard dans la grange. Mais une mitraillette, oubliée à l'étable, provoque la tragédie. Henri Borel a tout écrit, pour ne jamais rien oublier. Je suis réveillé par de nombreux coups de feu qui claquent aux alentours. Et presque aussitôt, ma grand-mère pénètre dans ma chambre et me dit « Lève-toi vite, les Boches sont là. Ton papa est allé cacher un dissident. » Je m'habille précipitamment et emprunte l'escalier. En bas, 3 ou 4 fusils sont braqués sur moi. Les Allemands me font sortir dans la cour où mon père se trouve déjà. Les Allemands nous mettent en joue. Je fixe des yeux les trous noirs des canons du fusil. J'attends l'éclair qui va jaillir et ce qui va suivre. L'instant est atroce. Je prends mon père par le cou, j'éclate en sanglots. Mentalement, je prie. L'officier dit à mon père, quand on trouve une arme, c'est la mort. L'officier prend alors un pistolet mitrailleur qui portait un soldat et tire une rafale sur mon père qui s'écroule en criant « Vive la France !» Les dissidents vous en voulaient un peu, d'une certaine manière? Non. Voulez-vous? On était tous pour eux. Le PC est détruit, 6 maquisards sont tués, 3 civils sont assassinés. Plusieurs maisons pillées, puis brûlées. Que ce soit à la Matrassière ou à Malval, preuve est faite que le Vercors n'est pas un château fort. J'ai perdu 27 copains à Malval. J'ai dit que, premièrement, on a bien fait d'essayer de résister. Et dommage qu'on n'ait pas fait mieux. Et plus tôt. Un endroit quasi inexpugnable. Tiens, mes fesses inexpugnables. Les Allemands ont bien su y monter.
On a retrouvé des dessins de moi à Malval, dans les ruines des maisons brûlées, des dessins que j'avais donnés à mes copains. C'était un maquisard foutait un coup de pompe à un Bosch qui partait dans le ciel, comme ça. C'était toujours des gros patapouf avec des gueules de con, quoi. Alors qu'il y en a des beaux. Mais j'aurais pu les faire beaux. Normandie, juin 44. Pour les fils de France, où qu'ils soient, quels qu'ils soient, le devoir simple et sacré est de combattre par tous les moyens dont ils disposent. Combattre. Dans le Vercors, ils n'attendent que ça, les hommes du maquis. Un plan existe, il a été préparé par les chefs de la résistance avec l'accord de Jean Moulin et du général de Gaulle. C'est le plan Montagnard. Il prévoit le bouclage total du Vercors. « 50 km de long, 20 km de large, des falaises comme remparts et des prairies pour les parachutages, c'est le territoire idéal. On barre les routes d'accès, on organise une défense armée, on prépare une piste pour les avions. Les commandos alliés se posent, le deuxième débarquement a lieu dans le sud, la retraite des Allemands est coupée. Sur le papier, c'est très simple. Alors, les résistants sont impatients. D'abord, les maquisards sortent des bois. Le 6 juin, on peut dire qu'il y avait une douzaine de camps dans le Vercors, qu'il y avait 450 types qui ne s'étaient jamais vus. Oh, attention, on était disséminés sur les 175 000 hectares. Nous, on avait rencontré une fois le camp numéro 1, mais on ne connaissait pas les autres. Les chefs se rencontraient, mais nous, on ne se voyait jamais. Donc, déjà, les gens sortent des bois, ils peuvent vivre autrement. L'ordre tombe le 8 juin au soir. On verrouille le Vercors. C'est la mobilisation générale. Des volontaires par centaines montent de Grenoble, de Romans, de Valence. Il était prévu qu'au moment où il y aurait un débarquement ou quelque chose comme ça, il y aurait un appel, ils monteraient dans le Vercors. Et c'est pour ça que de quelques centaines, on s'est retrouvé à je ne sais pas combien. Ça doit être officiel, ça, mais 2, 3, 4 000. Prenons l'exemple de la compagnie Brissac. Hein? J'aimais beaucoup le père Brissac, mais bon, et puis il faut leur tirer un coup de galure à ces types-là. Ils sont civils, et ils ont formé une compagnie civile à Grenoble, on leur dit, les gars, vous montez dans le Vercors. Mais dans ces gars-là, il y a des tas de gars qui sont jeunes, qui n'ont jamais fait de service militaire. Il y a peut-être des gars qui vont au chamois ou qui vont à la chasse à la perdrix ou je sais pas quoi. Ils n'ont jamais tiré qu'un fusil de guerre. On passait de la résistance en ville à la résistance armée. Alors moi, j'ai été conduit par un camarade qui s'appelait Henri, que je connaissais pas. Alors, on m'a donné des instructions, on m'a dit, tu t'habilles en bourgeois, avec costume, cravate et tout, tu prends des bouquins. Alors j'ai pris le de Marton, puisque je faisais de la géographie, dans ma valise, juste un slip ou je sais pas quoi, savon et une brosse à dents, comme on dit. Et puis, quelques heures plus tard, je me suis retrouvé à Saint-Martin, en Vercors. Le débarquement de Normandie rend euphorique les résistants et la population. On s'estime déjà en terre libérée. Les routes sont coupées et surveillées, le service du courrier et celui du ravitaillement sont améliorés. On fabrique des laissez-passer. Un hôpital, un tribunal militaire et une prison sont créés. Le Vercors devient un petit État dans l'État. On avait vraiment l'impression, ici dans le Vercors, d'être en liberté. Hein. On n'avait pas l'oppression des troupes allemandes dans nos rues, dans nos trucs comme ça. On était libres. C'était le Vercors, mais c'était une liberté. Et je ne suis pas la seule. Beaucoup me disent, oh là là, c'était un temps où on était libre. On arrivait de Grenoble, ville absolument étouffante, où il y avait des rafles, où on craignait les uns ou les autres d'être arrêtés quand on était jeunes, bien sûr, et surtout quand on marchait à 2 ou 3 ensemble. Et une fois franchi j'allais dire les frontières du Vercors, on arrive dans une zone, c'était la liberté. Il y avait les gens d'abord avaient une autre allure, il y avait
des affiches de République française, il y avait une musique patriotique, il y avait une gaieté, une liberté, mais c'était un autre monde. Et après coup, je peux dire maintenant que à la Libération, donc en août, à la Libération, on a retrouvé cette atmosphère, mais elle existait dès l'occupation au Vercors, dans ce qu'on a pu appeler la République du Vercors. La République est proclamée. On allume même pour la circonstance une vieille pièce de feu d'artifice. L'espoir est immense. Tout le monde croit que des parachutistes alliés vont descendre du ciel, que le débarquement sur la côte sud est imminent. Certains vont même jusqu'à dresser les couleurs à Saint-Nizier-du-Moucherotte. D'en bas, tous les Grenoblois peuvent voir le drapeau. Ils avaient déjà déployé le drapeau au-dessus de Grenoble, ils étaient outrés. J'ai dit, comment est-ce qu'on peut faire une bêtise pareille? On ne sait même pas si les Anglais et les Américains ne vont pas être repoussés de Normandie, et on fait les marioles, on fait les... Ah non, ça j'étais... Il fallait être complètement demeuré pour aller foutre un drapeau. Là. Parce que c'était, depuis Grenoble, c'était les attirer, c'était dire, ne serait-ce que venir voir ce qui se passait. Le drapeau bleu-blanc-rouge au sommet des Trois Pucelles, vu de Grenoble, c'était provoquer un peu la garnison allemande en bas. Hein. C'est quand même, il y a des choses comme ça qui... Mais enfin, c'est français, ça. Hein. On est un peu fanfaron quand on est français, alors... On résistait à l'inquiétude par la joie, l'allégresse, la jeunesse, quoi. Et puis voilà. C'était un peu le temps des copains quand même. Ah ben c'était le temps des copains, mais on n'avait que ça. On avait quel avenir on avait? On ne savait pas. On avait l'impression que la guerre allait durer éternellement, on n'arrivait pas à en sortir. C'était terrifiant, quoi. Saint-Nizier-du-Moucherotte, 13 juin 1944. La liesse générale fait oublier qu'à Grenoble, des milliers de soldats allemands sont sur le pied de guerre, qu'au mois de mars, ils ont balayé le maquis des Glières. On oublie aussi qu'à Chabeuil, dans la Drôme, des avions à Croix-Noire sont stationnés en bord de piste. Alors effectivement, les Allemands viennent voir ce qui se passe à Saint-Nizier, et dans la matinée du 13 juin, ils encerclent un piton tenu par une section de résistants. En fin de matinée, on nous dit, allez, embarquez, vous prenez pas de sac, vous prenez votre armement, la toile de tente, et il y a un car qui va vous emmener, parce que les Allemands ont attaqué ce matin, il y a une section qui est complètement encerclée, il faut essayer de faire quelque chose. On nous tirait dessus de plus en plus près par derrière. On avait des feuilles et des branches qui nous tombaient sur la tête. Nous étions là, quelques-uns sur le haut, d'autres en bas. On se défendait à la grenade. Les Allemands étaient toujours là, et ils étaient tellement là qu'ils avaient complètement débordé la section de l'Escaut, Beichmann, et qui, lui, je vois encore, grand escogriffe, il avait du sang partout, il était brûlé, il avait je sais pas tout quoi. C'était un petit peu hallucinant de voir ce type avec sa douzaine ou sa quinzaine de gars qui restaient sur le piton. À ce moment-là, j'ai entendu chanter la Marseillaise. Je me suis dit, c'est pas les camarades qui sont attaqués à droite et à gauche qui ont le temps de chanter la Marseillaise. Donc il doit y avoir, ça doit être du renfort ou quelque chose comme ça. On chantait, oui, c'est exact, c'est exact. C'est exact. C'était pour se donner du cœur? Peut-être un peu du cœur au ventre, oui. Ils traversent le champ de 60 ou 70 mètres en recevant des coups de feu. Il y en a deux qui tombent. Ils se déploient en tirailleurs, c'est-à-dire espacés. Et moi, je courais comme les autres. J'avais à côté de moi Gaston, qui c'était un tireur fusil-mitrailleur. Pour vous dire, si j'étais près de lui, quand il courait, sa main droite faisait comme ça et ma main gauche faisait comme ça, les deux mains se touchaient. Et il a pris une balle, il était tué sur le coup. Ça a commencé comme ça. Et ils arrivent juste contre la position et ils montent jusqu'à moi, qui était en haut. Et je vois arriver un adjudant-chef que je connaissais, Chabal. Je dis à Chabal, il faut qu'on s'en débarrasse. Il y a une chose que je vous propose, c'est les gamons. On n'avait pas jamais encore utilisé les gamons.
qui sont des bombes dans lesquelles on met une très grosse quantité de plastique dans un sac. On a couru sur le bitume et puis on a été balancer nos gros machins qui pesaient 2 kilos. De l'autre côté, 3 à la fois. Alors ça a fait un bruit épouvantable. C'est un souffle. Donc il faut être au-dessus. Si vous faites ça à votre hauteur, c'est vous qui la prenez. Et si vous tapez dans quelque chose, c'est vous qui la prenez aussi. Donc il faut être au-dessus, ça tombait bien, et balancer ça vers le bas. Alors là, évidemment, les Allemands se sont repliés. Mais le succès du maquis est éphémère. Le surlendemain, l'ennemi revient avec des forces considérables. Et il enfonce les lignes de la résistance. À Saint-Nizier, 80 maisons brûlent, on dénombre 22 morts chez les résistants. Marillet et Drevet appartiennent aux chasseurs alpins de Chabal. C'est une troupe entraînée qui vit dans les bois depuis plusieurs mois. Mais les volontaires, venus de la plaine, sont des novices. Ils perçoivent leur armement le 10, et le 13 au matin, on leur dit « Vous allez empêcher de passer les Alpinjäger, là, les Geburtsjäger, ou les gars qui ont 50 guerres derrière eux, et vous allez voir comment ça va faire. Mais ça va être facile, vous allez voir. Le type, il n'a jamais tiré avec un fusil de guerre. Moi, je ne leur jette pas la pierre. Je dis simplement qu'ils se sont trouvés dans une situation absolument invraisemblable. Vous savez, mon expérience, pour faire un vrai combattant d'infanterie, un vrai soldat d'infanterie, il faut 18 mois. Comment voulez-vous qu'un type à qui on file un fusil du jour au lendemain puisse devenir un combattant? C'est pas possible. C'est criminel, vous en faites un mort en sursis. L'armée allemande réintègre son casernement grenoblois. Les résistants, eux, se replient dans le Vercors Sud, plus difficile d'accès. Le PC militaire est installé à Saint-Martin, dans une coquette maison aux allures de villégiature. Là, l'étudiant géographe Marc Ferraud est aux premières loges. Dans ce petit pavillon, il y avait une salle de bain, il y avait une baignoire. On m'a mis dans la baignoire avec une petite table, vous voyez, un crayon, la carte et des punaises. Et puis j'ai commencé à placer les unités du Vercors. Et en même temps, on m'a dit, bah, tu feras le téléphone. Donc sur la planche, on m'a mis le téléphone et j'ai été le téléphoniste du PC militaire. Ce devait être le 13 juillet, ou quelque chose comme ça. J'ai entendu dans la salle à manger, les officiers, ils étaient 5-6, qui ont poussé une gueulante terrible, furieux, ils nous salauds, ils nous abandonnent, etc. Et j'ai compris qu'ils nous abandonnent, c'est-à-dire que le débarquement n'aura pas lieu comme ils l'espéraient du côté du 14-15 juillet. Et le lendemain au matin, qu'est-ce qu'on voit dans les airs? Des milliers de parachutes. Des milliers de parachutes. C'est-à-dire qu'il y avait eu ordre, contre-ordre ou désordre, je ne sais pas. Les parachutes n'auraient pas dû être parachutés, puisqu'il n'y avait pas de débarquement. 80 forteresses volantes qui déchargent des tonnes et des tonnes de matériel. On s'est dit, bon, bah, on est sauvés, quoi. Mais c'était pas tant du matériel qu'il nous fallait, c'est peut-être des bons hommes aussi qu'il aurait fallu envoyer. C'était prévu, mais c'est jamais venu. Je suis arrivé à Saint-Martin, on m'a dit « Ah, il faut aller ramasser les parachutes, etc. » Mais on avait